Bonjour, je suis Benan Hassan, professeur de SVT. Donc, on va continuer notre leçon qui porte sur les chaînes de montagne récentes. Maintenant, on va voir le deuxième type de chaîne qui est les chaînes d'obduction. Exemple, la chaîne de Mont. Voici une carte qui nous montre la répartition de cette chaîne. Donc, il se caractérise par la présence des structures un petit peu spéciales qui sont les ophiolites. Voilà. On a aussi des nappes allochtones, donc ce sont des nappes qui sont déplacées sur d'autres terrains. On a aussi les terrains autochtones, c'est-à-dire les terrains locaux qui n'ont pas subi de déplacement, et le socle précambrien qui affleure ici. Donc, si on prend une coupe AB au niveau de cette chaîne de montagne, on trouve les structures suivantes. On trouve des nappes de charriage, donc ce sont des sédiments marins, du basalte, du gabbro, de la péridotite. Donc, si on compare ces roches avec une lithosphère océanique, on trouve que ces roches-là, ils ressemblent à la composition de la lithosphère océanique. C'est-à-dire que ces roches, ils sont formés au niveau de la dorsale médio-océanique, mais ils se trouvent actuellement au-dessus d'une lithosphère continentale. Donc, ce lambeau ou ces roches-là, ils forment ce qu'on appelle des ophiolites. Donc, les caractéristiques maintenant. Les caractéristiques géologiques de l'obduction sont la présence de déformations tectoniques au niveau de la lithosphère qui sont de type faille et nappes de charriage, qu'on va voir ultérieurement, la présence de nappes ophiolitiques et les dépôts marins, essentiellement les radiolarites, qui recouvrent la croûte continentale. Donc la présence du complexe ophiolitique dans une chaîne de montagne, il confirme deux choses. La fermeture d'un ancien océan et le charriage de la lithosphère océanique au-dessus d'une autre continentale. C'est le phénomène de l'obduction. Passons maintenant pour voir quelles sont les étapes de formation de ce type de chaîne de montagne. Donc, vers 100 millions d'années, c'est pour le cas de la chaîne de Mont, on a une croûte continentale ici, que vous voyez. Donc, et au niveau de la mer de Thétis, il y a apparition d'une subduction intra-océanique. Donc, les forces compressives, ils vont conduire vers moins 95 millions d'années à une obduction de cette lithosphère océanique au-dessus d'une lithosphère qui est continentale, avec formation du prisme d'accrétion. Car cette subduction, il va s'arrêter du fait que cette lithosphère continentale est moins dense que la lithosphère océanique. Donc, comme vous voyez, il y a un chevauchement des ophiolites et formation du prisme d'accrétion. Donc, vers moins 75 millions d'années, toujours les forces compressives, ils vont faire glisser cette lithosphère océanique au-dessus de cette lithosphère qui est continentale pour avoir du charriage, des ophiolites et des déformations tectoniques. Actuellement, et avec l'érosion, donc il y a disparition de quelques parties de cette lithosphère qui est exposée à l'érosion et l'apparition du socle chevauché, c'est-à-dire les terrains autochtones, et ce terrain-là, ou ces lambeaux qui forment le terrain allochtone, donc qui sont formés des ophiolites. Donc les étapes de formation de la chaîne de Mont peuvent être résumées comme suit. Premièrement, apparition d'une subduction intra-océanique, donc et disparition progressive de la mer de Thétis. Arrêt de la subduction à cause de la faible densité de la lithosphère continentale. Et puis un glissement de la croûte océanique au-dessus de la croûte continentale et rabotage des sédiments, ce qui conduit à la formation de prismes d'accrétion, des nappes de charriage et l'épaississement de la croûte
océanique. Après, on a un arrêt de glissement et formation de la chaîne d'obduction. Actuellement, la croûte océanique émergée subit l'érosion, ce qui laisse paraître le socle autochtone chevauché. Un bilan, donc les caractéristiques de cette chaîne de subduction, d'obduction sont l'absence du magmatisme et de séisme, présence de prismes d'accrétion, présence des ophiolites et des sédiments marins au-dessus de la lithosphère continentale, présence de déformations tectoniques de type nappe de charriage, chevauchement, plis, failles, qu'on va voir ultérieurement, et la présence de transformations minéralogiques aussi qu'on va voir dans la deuxième partie de cette unité. Donc, on va passer maintenant au troisième type de chaînes qui sont les chaînes de collision. Comme exemple, l'Himalaya. Donc, cette chaîne se localise entre deux les plaques continentales, la plaque indienne et la plaque eurasiatique. Si on prend une coupe au niveau de cette chaîne de montagne, donc du point A, B, on peut trouver les structures suivantes. Donc, vous voyez ici, on peut trouver des granites, des ophiolites, des roches un petit peu spéciales qu'on va voir ultérieurement, ce sont des roches métamorphiques, un prisme d'accrétion, des déformations aussi tectoniques, MBT dans main boundary thrust ou chevauchement limite principale, MCT main central thrust ou chevauchement central principal. Et vous voyez ici que les déformations sont de l'ordre des centaines, voire des milliers de kilomètres. Donc, les caractéristiques géologiques de cette chaîne sont présence des failles inverses et chevauchement, aussi les nappes de charriage qui résultent des forces compressives, la présence de l'andésite et le granit, ces roches, ils témoignent l'existence d'une ancienne subduction, la présence des ophiolites qui confirment la fermeture d'un océan ancien et l'obduction d'une partie de la lithosphère océanique au-dessus de la lithosphère continentale, suite à une collision. Notez bien, dans une zone de collision, lorsque la totalité de la lithosphère océanique disparaît par subduction, la partie continentale de la plaque est entraînée à son tour dans la subduction. Donc on parle de subduction continentale. Voyez maintenant les étapes de formation de l'Himalaya en schéma. Donc, vers moins 70 millions d'années, comme vous voyez, il y a la migration de l'Inde vers l'Eurasie. Donc, suite à l'activité de cette dorsale médio-océanique qui va écarter les deux blocs. Donc, et puis, ce rapprochement, il conduit à la subduction d'une lithosphère océanique au-dessous d'une lithosphère continentale. Donc, c'est un phénomène de subduction. Donc, rapprochement des plaques continentales, indiennes et eurasiatiques, et disparition de l'océan Téthys. Puis la subduction de la lithosphère océanique indienne sous la lithosphère continentale de la plaque eurasiatique. Deuxième étape, c'est toujours l'écartement au niveau de cette dorsale. Il conduit à l'éloignement de l'Inde et son rapprochement à l'Eurasie. Donc, c'est vers 45 millions d'années. Donc, on observe le début d'une subduction qui est continentale. Donc, subduction continentale de la plaque indienne, puis blocage de cette subduction à cause toujours de sa faible densité. Et après, il y a début de la collision entre la lithosphère continentale de la plaque indienne et celle de la plaque eurasiatique. Donc, troisième étape, c'est presque aujourd'hui. On voit que l'Inde est en face de l'Eurasie, donc il y a un épaississement, un décollement, un écaillage. Donc, décollement et empilement des écailles, donc suite aux forces compressives, cette lithosphère il va se fragmenter pour donner des écailles. Ces écailles, ils s'empilent pour réaliser ce qu'on appelle l'épaississement cristal. Donc, décollement et empilement des écailles de la plaque chevauchante et apparition des ophiolites en surface. Puis, l'apparition des déformations tectoniques comme les chevauchements, les nappes de charriage et les plis, un raccourcissement horizontal et épaississement cristal vertical de la lithosphère continentale. Donc, le Moho qui se trouve normalement à
30 km, on le trouve à plus de 50 km. Parfois, on le trouve jusqu'à 90 km. Donc, les étapes de la formation d'un autre type de chaîne de collision, exemple les Alpes. Donc, vous voyez ici le rapprochement de deux plaques eurésiatiques et africaines avec formation d'un prisme d'accrétion. Donc, ici, on voit une subduction océanique. C'est vers moins 70 millions à moins 60 millions d'années. Puis, la plaque eurésiatique, toujours en s'enfonçant au-dessous de la plaque africaine, on note le début de la subduction continentale. Une fois la subduction océanique a terminé, donc c'est le début de la subduction continentale. Donc les failles qui ont joué, qui sont des failles normales, donc ils vont rejouer pour donner des failles inverses et donner aussi des écailles et des blocs qui vont s'empiler. Comme vous voyez ici, donc une fois la collision débute, donc la plaque européenne il subit une fracturation et le système d'écaillage qui va donner finalement l'empilement de ces nappes qui forment l'épaississement et l'apparition de complexes ophiolitiques en surface. Bien, donc les étapes de la formation des Alpes. Subduction de la lithosphère océanique de la plaque européenne sous la lithosphère continentale d'Afrique. La subduction de la lithosphère continentale de la plaque européenne sous la lithosphère continentale africaine. Blocage de la subduction de la lithosphère continentale à cause de sa faible densité. Et la collision des deux plaques continentales européennes et africaines, puis le raccourcissement horizontal et l'épaississement vertical de cette lithosphère suite au système d'écaillage conduisant à la formation de reliefs un petit peu élevés. Maintenant, on passe à la dernière partie qui concerne les déformations tectoniques caractérisant les chaînes de subduction et les chaînes de collision. Donc, selon le comportement des roches, les déformations tectoniques sont classées en deux grandes catégories, qui sont les déformations souples, c'est-à-dire des déformations continues qui sont les plis, et d'autres qui sont des déformations discontinues ou cassantes, sont les failles. Commençons par les déformations souples, les plis. Donc un pli, il se caractérise par les éléments suivants. Donc on a un plan axial donc, qui sépare les flancs de ce pli. On a aussi la charnière qui correspond à l'ensemble des points de courbure maximum. On a aussi un axe du pli et la charnière. Donc, voici une charnière de ce pli-là et la charnière de l'autre pli, donc le pli qui est concave et le convexe. Entre les deux charnières, on trouve ce qu'on appelle le flanc. Donc, avant de voir quels sont les différents types de plis, donc on va voir maintenant quels sont les facteurs qui interviennent dans cette déformation tectonique dans les zones de confrontation. On trouve deux catégories de facteurs qui sont les facteurs externes, à savoir la pression tectonique, la température et la durée des forces tectoniques pendant la déformation. On a aussi les facteurs internes, qui sont la ductilité et la composition chimique des roches. Revenons au pli. Donc, sur le plan morphologique, on peut distinguer les types de plis suivants. On a un pli droit à surface axiale, comme vous voyez ici, vertical. On a aussi un pli déjeté à surface axiale inclinée, épandage des flancs en sens opposé. On a aussi un pli déversé. Donc le pli déversé à surface axiale, épandage des flancs, tous inclinés dans le même sens, comme vous voyez ici. Et on a un pli couché à surface axiale horizontale, voilà, ou presque horizontale. Donc les plis, ils peuvent respecter l'épaisseur des couches. Ce sont des plis classés plis isopaques, ou parfois ils ne respectent pas l'épaisseur. On dit qu'il s'agit des plis anisopaques. Pour certains plis, ils peuvent évoluer en faille. Donc dans le cas de ce type-là, si le plan est presque horizontal, donc les forces compressives
ils peuvent conduire à l'amincissement d'un flanc et la rupture, puis le passage d'un pli à une faille. Donc, on passe maintenant aux déformations cassantes. Donc, ce sont des déformations discontinues qui sont les failles. Qu'est-ce que c'est qu'une faille? Donc, c'est une fracture accompagnée d'un glissement, c'est-à-dire un déplacement des blocs de part et d'autre du plan de faille. Elle sépare deux blocs. Le toit qui correspond au bloc situé au-dessous du plan de faille et le mur qui est situé sous le plan de faille. Donc, les différents éléments géométriques d'une faille sont figurés dans la faille normale ci-dessous. Ici, on trouve, voilà, le mur, c'est le toit. Donc, le numéro 1, c'est le compartiment surélevé. Numéro 2, c'est le compartiment affaissé. 3, c'est le plan de la faille. 4, c'est le rejet vertical. 5, c'est le rejet horizontal. Donc, ce rejet-là, il représente la résultante de ces deux rejets, donc qui est un rejet oblique. Les failles sont de trois types, en fonction du glissement réel des blocs situés de part et d'autre de la faille. Donc, on trouve une faille normale présentant un glissement du toit vers le bas par rapport au mur, donc c'est le cas qui est ici le cas numéro 1. On a aussi une faille inverse qui présente un glissement du mur vers le bas par rapport au toit. Donc c'est le cas, comme vous voyez ici, le cas B. Et on a un troisième type qui est une faille décrochante. Donc ce sont des failles de coulissage. Elles présentent un glissement horizontal des deux blocs. Donc ce décrochement est classé de dextre si le bloc opposé à l'observateur glisse vers la droite, et ce décrochement est classé de décrochement sénestre si le bloc opposé à l'observateur glisse vers la gauche, comme vous voyez ici. Donc dans ce cas, c'est un décrochement sénestre. Donc les déformations de type faille et pli peuvent s'associer, comme on l'a déjà dit, dans les chaînes de montagne pour donner soit un chevauchement qui se caractérise par le déplacement d'un bloc sur l'autre sur une moyenne distance, comme le montre ce bloc diagramme, et aussi les nappes de charriage qui se caractérisent par le déplacement d'un bloc de terrain sur l'autre sur plusieurs kilomètres. Donc, les nappes de charriage sont reconnues sur le terrain par la présence de fenêtres qui sont des terrains autochtones entourés par l'alloctone et les clips qui sont des terrains alloctones entourés par l'autochtone, comme vous le voyez ici. Donc, on a ici les terrains autochtones donc, qui sont restés en place et les terrains alloctones qui sont des unités chevauchantes qui ont subi le déplacement. Au sein de ces terrains-là, on peut trouver des fenêtres. Donc les fenêtres, ils sont reconnus par ces triangles-là qui sont divergents. Mais pour les clips, ces triangles-là, ils sont convergents vers le centre. Donc ces pointes-là de ces triangles, ils s'orientent toujours vers le terrain alloctone, c'est-à-dire le terrain qui est chevauché. Bien. On a aussi d'autres structures qui apparaissent suite au type de force qui sont soit des grabens, qui sont des bassins formés de failles normales, ou les horsts qui sont formés des failles inverses. Merci de votre attention et à la prochaine fois.